Je me trouve présentement en compagnie de M. Chevrette, président du conseil d'administration de la CIRBI. Alors, bonjour, M. Chevrette. Bonjour. Bien, premièrement, peut-être que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la CIRBI. Bon, la CIRBI, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé il y a maintenant plus de 25 ans. En fait, je pense que c'est peut-être important de mentionner ce que signifie l'acronyme CIRBI. C'est la Société de conservation, d'interprétation, de recherche de Berthier et de ses îles. C'est un organisme qui a été créé il y a, donc, comme je le disais tantôt, plus de 25 ans, à la demande de Canard Illimité et du ministère qui s'appelait à l'époque, je pense, le ministère de la Faune ou quelque chose de genre, et qui avait acheté une île qui se nomme l'île du Milieu, qui est l'île voisine de l'île de la Commune. Et puis, ils ont demandé à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, dont faisait partie l'île à cette époque-là, de créer un organisme à qui on allait donner l'île, à condition que cette île-là devienne un lieu de conservation de l'environnement. La raison pour laquelle l'île a été achetée, c'est tout bêtement parce que l'île est constituée essentiellement d'un milieu humide, donc marais, marécage, et on considère que ce milieu humide-là est le plus important de la vallée du Saint-Laurent. Alors on jugeait important d'en faire la conservation, la préservation et aussi le développement. Ce qui fait que le mandat de l'organisme a été et continue à être, bien sûr, d'abord et avant tout, je le répète parce que c'est important, c'est de préserver ce milieu humide, de préserver aussi toute la faune, la flore qui est là, qui est d'une richesse absolument incroyable, et également de faire une espèce d'en faire un lieu d'éducation. Ça peut être tout bêtement par le biais d'une promenade sur les sentiers. Ça peut aussi aller beaucoup plus loin, et c'est ce que nous faisons depuis quelques années, puisque des membres de notre personnel vont dans les écoles de la région de la Naudière de façon à mieux faire connaître ce que c'est qu'un milieu humide et de permettre à des jeunes de venir visiter l'île et de comprendre comment ça fonctionne et de les amener aussi à réaliser des projets à caractère environnemental. Alors, c'est donc dire que la CIRBI, c'est un organisme qui vraiment vise à non seulement à protéger, mais à mieux faire connaître l'environnement et à faire en sorte de développer chez les gens de la région ici, mais d'un peu partout, un véritable souci de l'environnement. Oui, donc on essaie d'aller sensibiliser les gens, en fait, à se créer une conscience environnementale à travers tout ça, là. Oui, et même qu'en réalité, ça va un peu plus loin parce qu'il y a un des projets qu'on véhicule dans les écoles, qui amène les enfants à réaliser des projets à caractère environnemental dans leur milieu. Ça peut être dans leur cours de leur école, ça peut être à la maison, ça peut être bon. Mais celui qu'on utilise actuellement, qui vise véritablement la connaissance des milieux humides, parce que très souvent, les gens ont des préjugés dans des milieux humides. Quand on leur dit il y a là un beau marais, les gens nous regardent avec un drôle d'air en disant un marais. Pas sûr. Mais on leur fait découvrir toute la richesse faunique, florale que représente un milieu humide, mais aussi on leur permet de comprendre le rôle que joue un milieu humide au niveau de l'écosystème environnant. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça fait tomber des préjugés et ça amène les gens à comprendre que ce sont des milieux qui, au-delà de ces fameux préjugés, sont des milieux qui doivent être protégés absolument. Parce que c'est important. Tout ici, par exemple, le nôtre, il est important pour la vie du fleuve. Alors, c'est extrêmement important de le préserver comme il faut. Donc, on parle de projets qui visent la sensibilisation, mais également la préservation. Vous l'avez mentionné, ça prend des gens pour faire ça, pour se promener dans les écoles et les sensibiliser. Oui. Ça prend des gens pour mener à bien ces projets-là. Ça prend des sous également. Ça prend beaucoup de sous, oui. Et puis bon, il y a différentes façons d'aller chercher ces moyens-là, de faire connaître et de faire vivre ce milieu-là. Mais entre autres projets pour ramasser des fonds, je pense qu'il y a une soirée qui s'en vient exprès pour ça. Là, pour la troisième année consécutive, nous allons présenter une soirée bénéfice la semaine prochaine, c'est-à-dire le 29 octobre. Au cours des deux premières années, les soirées bénéfices avaient lieu au Café Jacob, ici à Berthierville. Cette année, nous avons décidé de changer d'endroit. On va présenter notre spectacle bénéfice à l'église de l'Île-du-Pas. Okay. La soirée consiste essentiellement en un spectacle. C'est un spectacle de chansons. Les chansons nous sont présentées par 9 musiciens. Je pourrais peut-être les nommer d'ailleurs. Il y en a au moins un, en tout cas, que les gens de la région s'y connaissent bien, c'est Pierre Blais. Okay. Que tout le monde connaît, je pense, dans la région de Berthier.
Il y a des gens de Joliette. Il y a Robert Boileau, qui est un musicien extraordinaire, saxophoniste, claviériste. On a des gens de Montréal aussi. Je vais les nommer quand même. Il y a Raymond Temple, qui fait de la guitare, qui chante, flûte traversière, saxophone. Il y a son épouse, Lucie Beauchamp, qui chante. Il y a leur fils, Olivier, qui lui est un musicien très versatile. Il se promène de la batterie à la guitare, au ukulélé, au clavier. Il y a aussi Francine Bessette, qui est une chanteuse avec une voix absolument merveilleuse. Là, je n'ai pas d'en oublier. Bien, ça donne au moins ça donne une bonne idée de l'ambiance musicale qu'il va y avoir lors de cette soirée-là. Je pense qu'il serait important de mentionner aussi que toutes les chansons cette année ont été sélectionnées en fonction d'un thème très particulier. C'est que cette année, toutes les chansons tournent autour de ce qu'on appelle les 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et le feu. Et toutes les chansons ont un rapport direct ou un peu moins direct avec l'un ou l'autre de ces 4 éléments. Et puis, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier de mentionner que le spectacle lui-même est agrémenté d'une dégustation de produits du terroir. Ah, ça, c'est intéressant. Cette année, à chaque année, évidemment, on fait appel à des commanditaires. Les premières années, c'était des fromages. Je pense que je vais le rappeler, c'est une façon de leur dire merci. La première année, on avait des fromages de la fromagerie du Champ-la-Meule de Notre-Dame-de-Lourdes et du domaine féodal de Sainte-Geneviève-de-Berthier. L'année dernière, on avait des fromages de la fromagerie Les Toutes une Bergère de Saint-Cuthbert et de la fromagerie Le Barus également de Saint-Cuthbert. Cette année, c'est complètement différent. On passe des fromages à la viande. Okay. Alors, cette année, nous allons servir pendant le spectacle des viandes qui nous sont fournies par la ferme Saint-Vincent de Saint-Cuthbert. Et je tiens à préciser que tous les produits que nous allons servir sont des viandes biologiques. Et c'est une variété assez particulière de viande biologique et je pense que les gens vont se régaler. Donc, l'invitation est lancée. Beau clin d'œil à la musique, clin d'œil à la culture, à l'environnement, oui, aux producteurs régionaux également. Exactement. Alors, je pense qu'on fait vraiment un tour complet de la région avec cette soirée-là. L'invitation est lancée. Et puis, on rappelle que les fonds amassés lors de cette soirée-là, ça servira à poursuivre la belle mission, je pense que... Oui, parce que nous avons actuellement de nouveaux objectifs qui risquent de nous coûter très cher. Évidemment, c'est sûr qu'on dépend un peu de subventions, mais la contribution financière des gens de la région, elle est indispensable à la continuation de notre mission. Bien voilà, alors l'invitation est lancée. On invite la population à être bien présente lors de cette soirée-là. Bonjour, je m'appelle Paul Savoie. Vous écoutez CTRB. Je me trouve présentement en compagnie de Mélina, agente de communication en ce qui concerne la Cirbie. Alors, bonjour Mélina. Bonjour. Alors, on dit qu'il y a beaucoup de projets, de gros projets qui s'en viennent en ce qui concerne la Cirbie. Notamment, il y a l'achat de nouveaux canots et de kayaks également. Oui, bien, dans le fond, c'est sûr qu'à la Cirbie, on a plusieurs projets, on a plusieurs visées. Puis à travers ça, nous, on s'était dit, étant donné qu'on est quand même un sentier pédestre, on est beaucoup reconnu pour la marche, pour la photographie, évidemment, puis aussi, l'hiver, on a aussi le ski de fond. On s'est dit, pourquoi pas essayer de se lancer aussi sur un autre truc qui allait plus, peut-être avec l'activité sportive, l'activité en plein air. Puis comme nous, sur le sentier, on a un accès direct à la rivière. On s'est dit peut-être que la location de canots et kayaks, ça pourrait être quelque chose qui intéresserait les gens. Parce que je sais que nous, dans la Naudière, il y a très peu d'endroits où on peut finalement faire la location de canots et de kayaks. Puis on s'est dit, pourquoi pas essayer d'exploiter un peu ce côté-là. C'est sûr que nous, on est en plus, c'est bien situé. On est comme vraiment dans l'archipel. Fait qu'il y aurait vraiment moyen aussi d'avoir une randonnée qui est assez intéressante puis assez longue aussi. Fait que dans le fond, nous, c'est sûr que cet été, la formule, c'est plus d'essais. Fait que durant la semaine, ça va fonctionner davantage avec des réservations. C'est sûr que nous, on ne croit pas encore pouvoir avoir quelqu'un qui soit là en permanence pour la location. Mais à ce moment-là, les gens vont seulement avoir à téléphoner soit au bureau ou par courriel, nous dire la journée qu'ils ont envie de passer avec finalement l'heure, puis nous, on va se rendre directement là-bas pour finalement leur donner leur embarcation. Puis sinon, la fin de semaine, c'est sûr qu'on vise cet été qu'il y ait toujours quelqu'un les samedis et dimanches. Fait comme ça, à ce moment-là, les gens ont à se présenter finalement. Puis on regarde avec eux un peu leurs besoins, soit pour la journée, dans le fond, qu'on avait faite pour soit la journée complète ou des séances de 3 heures. Puis à ce moment-là, ça va être vraiment accessible pendant tout l'été. Idéalement, on voudrait commencer du mois de juin jusqu'à octobre. C'est sûr que là, pour le moment, c'est les dates qu'on s'est données. On va voir aussi comment ça va aller. Mais on avait dit au moins jusqu'à l'Action de grâce, comme l'an prochain.
finalement. Puis aussi, on voulait offrir, ça va encore fonctionner un peu avec la réservation pour commencer. C'est sûr comme on fait beaucoup de sensibilisation, d'éducation, on s'est dit que ça serait bien aussi d'offrir des visites guidées, finalement, aux gens qui ont envie de louer un canot, un kayak. Ça peut être intéressant, pas nécessairement quand on vient de l'extérieur, pour les gens de la région aussi, pour un peu connaître, pas seulement juste pour sensibiliser pour le sentier, mais vraiment l'archipel au complet, parce que c'est très grand, puis qu'on sait qu'on a aussi beaucoup... L'érosion, c'est pas juste vrai pour nous, c'est vrai pour l'ensemble, finalement, de l'archipel. Fait que ça va être un côté un peu de sensibilisation, mais aussi beaucoup récréo-touristique, évidemment. Puis beaucoup d'informations de véhiculer à travers tout ça aussi parce que, les marais, c'est de un très peu connu, mais c'est aussi très, très riche, autant en ce qui concerne la flore que la faune. Donc, beaucoup de belles choses à observer, même pour les gens qui sont de la région, qui n'ont pas nécessairement porté attention depuis qu'ils sont ici. Je pense qu'un tour, une visite guidée comme ça de canot ou encore de kayak, c'est une façon d'avoir une proximité avec cette faune-là qu'on n'aurait pas nécessairement en se promenant à pied, là. Non, c'est vrai, ça dans le fond, c'est vraiment de visiter, si on peut dire, les îles d'une manière, finalement, que la plupart des gens n'ont jamais eu la chance de le faire. C'est vraiment un essai, mais on a comparé, ça fonctionne. C'est un truc qui fonctionne vraiment très bien aussi dans les autres parcs. Fait que nous, on a vu vraiment un potentiel, puis on espère vraiment que ça va fonctionner. C'est sûr qu'on va commencer tranquillement cette année, mais on a beaucoup espoir que la demande devienne grande, puis qu'on puisse finalement acheter plus de canots et de kayaks pour les prochaines années, puis que finalement, ça devienne vraiment quelque chose de connu, puis de recherché aussi par les gens de la région. Bien, c'est un sport qui est de plus en plus courant. Les sports de plein air ont vraiment la cote depuis un certain temps. Donc, projet qui risque d'en intéresser plus d'un. Oui. Entre autres projets également qui sont en cours ou qui sont sur le point de voir le jour. On parle de 2 projets qui peuvent être confondus, mais qui sont quand même bien distincts. On parle d'un camp de jour et d'un séjour également. Oui, bien, je vais peut-être commencer avec le camp de jour. Dans le fond, le camp de jour qu'on veut proposer cet été, c'est vraiment sous la formule camp de jour traditionnels, un peu comme on connaît, qui sont souvent offerts par les municipalités. Mais nous, vraiment à viser, évidemment, environnemental. Fait que ce sera un camp de jour en sciences naturelles, finalement, qu'on voudrait offrir, principalement aux gens de Berthier et les environs. Mais on essaye aussi vraiment d'essayer d'aller chercher une clientèle à Sorel puis à Joliette. Puis, dans le fond, la façon que ça fonctionnerait, c'est que ça va durer 8 semaines, mais le camp de jour est conçu pour que ça soit des groupes d'enfants différents à chaque semaine. Okay. Donc, nous, finalement, on prépare une semaine d'activité complète dans laquelle on fait, évidemment, chasse aux insectes. On veut aussi monter un herbier avec eux, des activités éducatives aussi, beaucoup. Puis, dans le fond, toutes les semaines, c'est ça va être des enfants, finalement, un nouveau groupe. Fait que c'est sûr que c'est pas le même camp de jour qu'on s'inscrit au début de l'été jusqu'à la fin, mais on trouvait quand même que c'était intéressant d'essayer d'exploiter un camp de jour avec une thématique, finalement, environnementale. C'est quelque chose... Oui, nous, on reçoit les camps de jour à tous les étés, ils viennent passer un avant-midi, on fait des jeux avec eux. C'est une formule qui fonctionne très bien aussi. Mais on s'est dit, justement, c'est quelque chose qui est quand même assez populaire. Les enfants ont beaucoup de plaisir aussi quand ils viennent. Donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer, justement, de leur offrir une semaine complète avec nous. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut commencer dès cet été. Finalement, ça va être ça aussi de, je crois, fin juin jusqu'à fin août, finalement, pour 8 semaines. Puis, pour faire la distinction un peu avec l'autre, le séjour, lui, c'est plus court, c'est 4 jours. Puis, ça ne s'adresse pas finalement au même public. Comme on travaille aussi beaucoup, encore une fois, je le répète, en éducation, sensibilisation. Mais aussi, on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire un petit plus aussi social, je dirais. C'est un aspect peut-être qu'on avait moins touché jusqu'à présent. Mais cet été, on s'est vraiment dit, en s'inspirant un peu du travail que fait le Dr Julien avec sa fondation à Montréal, qui vient en aide finalement aux enfants défavorisés. De cette région, on s'est dit pourquoi pas essayer d'avoir des enfants justement de la région de Montréal un peu défavorisés pour les emmener ici, vraiment comme si c'était un séjour, je dirais, d'immersion en campagne. Fait qu'eux, pendant les 4 jours, c'est vraiment... on veut les rapprocher beaucoup de la nature parce qu'on s'entend à Montréal, on est peut-être moins près finalement que nous. Oui. On s'entend, hein, c'est assez rural ici. Fait qu'on veut vraiment leur faire visiter une ferme, les emmener en vélo, qu'ils viennent sur le sentier. Puis c'est encore une fois principalement pour les sensibiliser, les éduquer, mais aussi beaucoup pour leur donner un moment de répit, un peu un moment de calme qu'ils peuvent peut-être moins trouver justement à Montréal finalement. Un séjour donc vraiment axé sur le plein air, ça peut faire du bien à ces jeunes-là, mais également quand on parle de
tout l'aspect sensibilisation et information également. Il faut dire que les enfants, les jeunes sont un public qui est très, très réceptif à ça. Je pense qu'en particulier, en ce qui concerne la nature, ils sont très réceptifs, très observateurs également de ce qui se trouve autour d'eux. Puis, il faut dire que sur ce site-là de la Sirbie, il y a des choses à observer. Il y en a en masse. Oh oui, non, c'est un lieu qui est, je dirais, parfait. Les enfants ont aussi beaucoup de plaisir, puis ça leur permet de connaître vraiment beaucoup de choses. Puis on le voit quand on va dans les écoles aussi, là. Ils ont des questions, ils sont à l'écoute, puis c'est exactement ça, c'est qu'ils sont prêts à recevoir toute cette information-là, puis ils sont comme contents d'apprendre des choses. Puis c'est vraiment une clientèle avec laquelle c'est super le fun de travailler, les enfants, honnêtement. On le ressent beaucoup, ils ont beaucoup de plaisir à apprendre, puis justement, ils sont très, très ouverts. On n'a pas trop de difficulté à les toucher, là. Ça fonctionne très bien. C'est intéressant, justement, d'aller chercher ce genre de public-là, parce que, bon, les enfants, c'est quand même les grands de demain. Oui. Puis non seulement ça, mais quand ils reviennent à la maison avec ce nouveau bagage d'informations-là qu'ils ont envie de partager, bien, c'est un bagage d'informations qu'ils peuvent partager avec leurs parents, avec les adultes de leur entourage. Donc, on amène la sensibilisation le plus loin que le camp de jour et le séjour en soi. Là, ça peut vraiment aller... ça peut aller plus loin que ça. Oui, bien, c'est ce qu'on souhaite beaucoup. Puis souvent... Là, on le voit plus particulièrement, encore une fois, quand on va dans les écoles. Les enfants, ils sont très sensibles. Ils ont vraiment une activité qu'on leur demande. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour l'environnement? Puis ils ont des choix. Est-ce qu'on récupère? Est-ce qu'on fait du compost? Puis là, on voit, ils posent beaucoup de questions. Puis, oh oui, on peut faire ça à la maison. Moi, je fais ça. Puis ils sont super fiers de dire, nous, on récupère, on fait attention, on garde nos contenants. Puis honnêtement, j'ai l'impression, c'est vrai aussi pour notre génération qu'on est près de l'environnement, on est sensible. Mais je crois qu'avec la génération qui s'en vient, sont encore plus là, si je peux dire. Ils sont vraiment encore plus proches que nous de l'environnement, de préserver. Eux, c'est beaucoup, là, ils voient les animaux, la forêt, mais ils sont sensibles à ça. Puis je pense qu'ils sont prêts aussi, comme tu as dit, à faire leur bout de chemin, à emmener ça chez eux, puis essayer de changer aussi la façon de faire à la maison. Fait que j'ai l'impression que l'éducation, évidemment, il faut que ça passe par les enfants. Fait que d'essayer de travailler avec eux, pour nous, je pense que c'est un bon plan, finalement. Bien, en tout cas, ça risque de leur apporter beaucoup de plaisir puis de faire en sorte que vos projets vivront et vivront bien et longtemps. Alors, on vous félicite là-dessus puis on vous souhaite bien évidemment bonne chance. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, dépanneur Jeannot sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé. Je me trouve présentement en compagnie de Geneviève, biologiste en ce moment au sein de la Sirbie. La Sirbie qui a plusieurs projets en cours en ce moment, dont d'abord un inventaire qui va servir à quoi au juste? Oui, en fait, on va faire un inventaire quand même assez complet. Ça va être toutes les espèces, les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les insectes même, et les plus petits organismes qui se trouvent dans le fond des marais aussi. Et suite à ça, premièrement, ça peut nous apporter des nouveaux projets. Si on a des espèces en voie d'extinction, on pourrait essayer de faire des projets pour aider la préservation de ces espèces-là. Mais on va aussi monter du matériel d'interprétation
pour le public sur les sentiers. Donc, on va monter des collections d'insectes, un herbier de toutes les espèces végétales qu'on retrouve sur les sentiers. On va aussi monter des fiches signalétiques avec les oiseaux, reptiles, mammifères et amphibiens qu'on retrouve sur les sentiers. Puis sur ces fiches-là, il va y avoir des photos, des informations, si c'est des animaux de nuit, des animaux de jour, plutôt des diurnes. Qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'on les retrouve au Québec, toutes des informations un peu de ce type-là. Et on va aussi finalement monter des panneaux d'interprétation sur les sentiers qui vont donner des informations soit par rapport aux sentiers ou plus spécifiquement à certaines espèces qu'on peut voir sur notre site. Parce qu'il faut le dire, c'est le site d'un milieu humide, donc quand même l'habitat naturel de vraiment une multitude d'espèces. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, en fait, selon les derniers inventaires, on a plus de 200 espèces d'oiseaux qui viennent soit qui arrêtent pendant leur migration sur le site. Il y en a d'autres qui vont venir nicher aussi pour avoir leurs petits. Il y en a qui restent là à l'année. Il y a aussi, c'est un lieu aussi pour la fraie des poissons. Donc, pour les œufs, il y a énormément d'insectes, évidemment. C'est sûr qu'on connaît les papillons, les libellules, mais il y a les larves qui sont aquatiques aussi, qui sont complètement différentes des adultes. Souvent, les gens ne sont pas capables de les associer, donc ça pourrait permettre de faire des activités, montrer aux gens, regardez, la larve de libellule, elle est aquatique, c'est à ça qu'elle ressemble. Montrer son adulte à côté. Donc, il y a beaucoup de méconnaissances par rapport aux marais et les gens ne savent pas toujours que ça peut être le lieu où est-ce que vivent beaucoup de tortues, certaines espèces de serpents aussi et les grenouilles. Souvent, il y a des gens qui vont marcher, ils verront pas tout ça, là, ils marchent vite, font leur petite marche, mais c'est un environnement très, très riche, un marais. Puis ces panneaux-là d'interprétation vont permettre justement à quelqu'un qui allait au départ prendre une simple marche de peut-être s'arrêter puis de porter une attention plus particulière à ces espèces-là. Si on voit sur le panneau que, bon, il y a des espèces de tortues, de grenouilles présentes à cet endroit-là, bien, ça va peut-être plus permettre aux gens justement de se ralentir un petit peu puis de porter une attention particulière à ce qui les entoure. Oui, parce que la sensibilisation, c'est très, très important. Parce que souvent, pour les gens, un marécage, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui a de l'eau. Où est-ce que les insectes vont se reproduire? Donc, plus de moustiques en été. Et ça peut, effectivement, des fois, puer aussi. Donc, pour les gens, un marais, c'est pas nécessairement positif, mais un marais, c'est très important. Il y en a beaucoup qui disparaissent au Québec, mais ça peut servir à diminuer les inondations, diminuer les sécheresses aussi en relâchant de l'eau. Ça filtre les polluants, ça filtre les bactéries comme E. coli. Donc, c'est un milieu très, très important qui est malheureusement souvent détruit par du remblaiement pour la construction de bâtisses. Si on enlève des arbres, il y a plus d'érosion aussi. Donc, c'est un milieu qui est très utile, qui est important de préserver et souvent, les gens ne sont pas au courant de ça. Donc, ultimement aussi, les collections qu'on veut monter, que ce soit la collection d'insectes, l'herbier, tout ça, on voudrait mettre ça ultimement dans un poste d'accueil, un poste d'interprétation pour accueillir les gens aussi au sentier. Et ce serait des collections que les gens pourraient voir pendant la journée, la semaine, la fin de semaine, et ce serait là en permanence, autant hiver comme été. Et il y aurait évidemment du monde pour interpréter et répondre aux questions. Parce qu'il faut le dire, il y a un intérêt qui est quand même grandissant envers l'environnement, l'écologie. On en entend tellement parler partout que justement, on a des endroits qui sont menacés, des endroits qui sont importants de préserver en ce qui concerne l'environnement. Beaucoup de méconnaissances. Donc, un endroit comme ça, qui serait un site comme le vôtre, qui serait bien aménagé avec bon, des panneaux d'interprétation et tout ça, ça pourrait être un premier pas vers une sensibilisation puis une information aussi à tout ce qui se passe là, puis à l'importance que la préservation des lieux, ça peut avoir là, pour tout le monde, en fait, pour l'environnement. Oui, exactement. C'est ça, comme je disais, les gens ne sont pas au courant des bienfaits des marais. T'sais, oui, les gens savent, la forêt, ça transforme le gaz carbonique en oxygène, c'est important. Mais les marais, ils font un peu la même chose aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de plantes. Puis, c'est des lieux très importants pour la faune.
Ça peut aussi éviter certaines catastrophes, si on veut. Si on n'a plus du tout de marais, il y a risque d'augmentation des inondations. Et malheureusement, quasiment la moitié des marais au Québec ont disparu, que ce soit des marais comme ici en eau douce ou un petit peu plus loin sur la Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, c'est des marais d'eau salée, mais ça reste des marais quand même. Et malheureusement, que ce soit pour des constructions immobilières, des centres d'achat, les routes, quand on pense à la 132, la 138, ça a détruit énormément de marais. Donc, ceux qu'on peut préserver, ceux qui sont encore intacts, c'est important de les préserver et c'est important que les gens en aient conscience. Parce que si on ne le sait pas, si on ne sait pas à quoi ça sert, on peut pas... On peut pas se conscientiser à vouloir les préserver. Puis quand on parle de façon de les préserver, bien, je pense qu'il y a un projet là, qui est mis en branle du côté de la Serbie en ce qui concerne une revégétalisation des berges, qui est en fait une des phases d'un grand projet de revitalisation là, du site. Puis ça vise justement la préservation des lieux. Là. Oui, c'est ça. En fait, la revégétalisation des berges rentre dans un grand projet de revitalisation de la région de Berthier et ses îles. Donc, la Serbie, on est un des sites où est-ce qu'il y aurait la revitalisation. C'est fait en partenariat avec la MRC de Berthier-d'Autrey, avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et la chaire de recherche en paysage et en environnement de l'Université de Montréal. Okay. Donc, tout n'est pas encore précisé sur ce projet-là, mais il y aurait en partie de la revégétalisation sur les berges. La revégétalisation, ça permettrait, entre autres, de filtrer une partie des polluants, que ce soit phosphore, azote, avec les agriculteurs. Ça permet qu'il y en ait moins qui soient relâchés dans l'eau parce que les plantes indigènes, que ce soit des fougères, que ce soit des joncs, des quenouilles ou des arbres, ça utilise le phosphore et l'azote comme les plantes agricoles. Okay. Donc, ça permettrait de diminuer un peu la quantité qui va dans l'eau. Et quand on parle phosphore, on entend souvent algues bleues. Donc, ça peut aider aussi à diminuer les algues bleues et les cyanobactéries. Autre chose que la revégétalisation pourrait aider beaucoup, c'est diminuer l'érosion des berges. Parce que les racines, que ce soit des herbacées, les plus petites plantes, les arbustes et les arbres, les trois sont très importantes dans la revégétalisation des berges, mais leurs racines empêchent le courant de l'eau, le vent, de partir avec des morceaux de terrain, si on veut, là. Donc, quand on parle de revégétalisation, c'est pas seulement replanter une série d'arbres le long des berges, mais c'est d'aller chercher des végétaux qui vont chacun avoir leur rôle là, dans la préservation des berges, chacun à leur façon, là, parce que j'imagine que différentes plantes vont utiliser différents minéraux qu'on veut pas qu'ils se retrouvent dans l'eau. Donc, il y a tout un plan d'aménagement qui va devoir être déterminé là, pour revégétaliser comme ça les berges du site. Oui, c'est ça. En fait, ce plan-là, si ça s'enligne comme ça, c'est supposé être un peu les étudiants de la chaire de recherche qui vont faire ce plan-là. Mais effectivement, le choix des espèces de végétaux est important. C'est important d'avoir les trois strates. On parle des herbacées, les arbustes et les arbres. Et c'est aussi important que ce soit des plantes qu'on retrouve déjà sur le lieu. Pas qu'on amène des espèces qui viennent pas nécessairement de très loin. S'ils viennent de la région de Gatineau, par contre, pour une plante, un voyagement, c'est loin. C'est au Québec, je suis d'accord, mais ça reste que si elle est juste dans cette région-là, c'est pas une espèce qui vient d'ici. Donc, quand même, un gros travail à faire de ce côté-là, que ce soit au niveau du choix des plantes ou encore de leur futur emplacement sur le site. Il y a vraiment un gros travail à faire de ce côté-là. Des gros projets, des beaux projets qui s'en viennent pour la Serbie. Alors, bien là-dessus, on vous félicite. On vous remercie également d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis on vous souhaite bien évidemment bonne chance dans vos projets à venir.